There is nothing so wonderful in the world as telling stories. Tous les matins, on essaye de traverser le miroir et de regarder le monde différemment. It is true, I am a woman. Une fois que ce saut est fait, tout devient possible. Bonjour, je suis Charlotte Casiraghi. Bienvenue dans le podcast des rendez-vous littéraires Rue Cambon. Partons à la rencontre d'écrivaines qui viennent d'accomplir leur premier pas, le plus décisif, le plus difficile, dans le monde de la littérature. Comment est née leur vocation ? Quels sont leurs rituels d'écriture ? Qui les lit et que lisent-elles ? Alice Renard, votre premier roman, La colère et l'envie, aux éditions Héloïse d'Ormesson, est un voyage. Il est trop vaste pour n'être qu'un, comme votre héroïne, Isor, une adolescente neuroatypique, c'est-à-dire dont le cerveau ne fonctionne pas tout à fait comme celui des autres. Isor, qui ne parle pas au début du livre, mais se mettra bientôt à écrire, est racontée par les autres. Mère et père, ses parents, au début, qui essayent et échouent à canaliser la trop forte présence au monde de leur fille, puis Lucien, le vieux voisin, qui saura rentrer dans la coquille d'Isor et la faire entrer dans la sienne. Ça finit par un voyage, un vrai, qui permet enfin à Isor de se raconter par elle-même, dans ses propres mots, ceux de la poésie. Pour moi, ce livre, Alice Renard, il raconte votre conquête des mots et de la littérature, et votre émancipation par l'écriture. Mais on va y revenir doucement à travers cet entretien. Merci beaucoup d'être ici, je suis très heureuse de vous recevoir. Merci pour l'invitation. Alors on va d'abord explorer la naissance de votre vocation littéraire. Comment s'est faite votre rencontre avec l'écriture ? Quand j'étais petite, je voulais devenir une scientifique parce que mon père est prof de maths et que j'ai vraiment été élevée dans l'idée que la science, c'est la plus haute cause à laquelle peut s'atteler l'esprit humain. Mais en réalité, j'étais une enfant assez mystique qui aimait beaucoup se perdre dans ses sensations physiques, dans ses sentiments, dans ses émotions. Et j'ai vite compris que l'écriture, ça me permettait d'être dans cet état un peu de transe, cet état planant, où je peux faire durer une émotion et l'étirer autant que je veux pour vraiment être dedans comme dans un cocon. Et donc cette faculté incroyable de l'écriture, vous l'avez découverte à quel âge ? Je me souviens avoir écrit des haïkus quand j'étais petite à l'école élémentaire, mais l'écriture a vraiment commencé à faire partie de ma vie comme une pratique quasi quotidienne quand j'avais 14 ans. Et jusque-là, c'est quelque chose que vous opposiez à la science, aux maths ? C'est-à-dire que pour moi, le domaine qui peut répondre à pourquoi je suis en colère, pourquoi il y a de la lumière, pourquoi le ciel est bleu, c'est la littérature et c'est pas la science. C'est là que se situe la vérité au final ? Oui, pour moi, c'est ça l'enjeu de la littérature. Vous avez été un peu comme Isor, diagnostiquée surdouée à l'âge de 6 ans. On vous a fait sauter beaucoup de classes. Est-ce que ça a affecté votre rapport à l'écriture ? C'est vrai que tout l'enjeu de mon premier saut de classe quand j'étais au CP, c'était de savoir lire. En fait, je pouvais sauter une classe si je savais déjà lire. Et donc, c'est vrai que tout de suite, ça a dû mettre un enjeu un peu d'excellence sur le rapport au texte écrit. Et c'est la première fois que je fais ce lien, mais peut-être que c'est pour ça que pendant très longtemps, j'aimais pas du tout lire, en fait. J'arrivais très bien à déchiffrer les mots, etc. Mais ouvrir un livre et le lire par moi-même, je n'aimais vraiment pas du tout ça jusqu'à vraiment l'adolescence. C'est venu très très tard. Ce qui est souvent étonnant, intéressant avec la neuroatypie, c'est que les enfants qui sont dits HPI, surdoués, on peut utiliser les termes qu'on veut, il y a ce qu'on appelle des dysynchronies dans leur développement. Il y a des choses sur lesquelles ils sont très en avance, comme par exemple le raisonnement logique. Et au niveau de la maturité affective, par exemple, moi je pleurais beaucoup à l'école parce que mes parents me manquaient. Mais en revanche, je pense qu'il y a la maturité affective, il y a la maturité émotionnelle et que je savais par contre très bien
analyser mes émotions, les verbaliser, les transmettre aux autres pour qu'elles soient respectées. Quand j'étais petite, au contraire, ça me faisait très plaisir de pouvoir partager aux autres ce que j'avais à l'intérieur de moi. Parce que ça, c'était, depuis que je suis toute petite, un enjeu très grand de pas comprendre pourquoi je suis enfermée dans un corps et que les autres n'ont pas accès à mes pensées. Et depuis toute petite, je veux être transparente, je veux que les autres sachent les événements, les pensées, les couleurs qui me traversent. Ça ressemble encore à quelque chose qu'on trouve chez Isor et cette colère qu'elle a l'air de manifester parce que ses parents, en fait, ne voient pas ce qui se passe à l'intérieur d'elle. Je pense que, effectivement, Isor est en colère de ne pas être lisible par les autres. Alors j'ai lu que l'un de vos tout premiers textes, c'était une pièce de théâtre. Puis vous avez écrit une succession de nouvelles. Et ça m'a fait penser à l'aspect très polyphonique de la colère et l'envie, comme si pour bien raconter le réel, il fallait forcément que plusieurs voix le racontent à la suite. Est-ce que c'est ce qui vous intéresse dans l'écriture, cette multiplication des points de vue ? En tout cas, j'ai du mal à produire une écriture qui part pas d'un sujet, qui part pas d'un personnage qui parle. C'est pour ça que je suis très mal à l'aise avec la notion de narrateur. Un narrateur extérieur, comme dans un roman balzacien, qui donne son point de vue externe sur une situation. Je n'arrive pas à produire des textes comme ça, j'arrive pas du tout. Parce que pour moi, c'est vraiment justement une question d'être dans un tout petit endroit du monde. Et depuis ce tout petit endroit, d'avoir accès à la vérité selon un angle donné et très étroit. C'est ça qui m'intéresse. Alors aujourd'hui, vous étudiez la littérature médiévale à la Sorbonne, si je ne me trompe pas. J'ai fini en juin. Ah bah félicitations. Il y a une exergue de Chrétien de Troyes, qui est donc un des auteurs médiévaux les plus connus, en page de garde de votre livre. Qu'est-ce qu'on trouve dans cette écriture d'un autre siècle qui parle à l'écrivaine que vous êtes aujourd'hui ? Le Moyen-Âge, au début, c'est une période qui m'attirait pas du tout. Je n'avais pas une relation spéciale avec cette époque. La première fois aussi que j'ai lu à la fac un roman médiéval, c'était Le Chevalier à la charrette de Chrétien de Troyes. Et je n'ai pas compris ce que je lisais. Les événements s'enchaînaient d'une manière que j'avais pas les codes pour décrypter. Comme si je lisais un roman qui venait d'un pays lointain ou d'une autre planète et que j'avais pas les codes culturels pour comprendre ce que voulaient dire les événements. Et par exemple, un chevalier qui arrive dans une maison et on lui offre un manteau. Je sais pas si c'est une invention spéciale de Chrétien de Troyes et que ça veut dire quelque chose qu'on lui offre un manteau, ou si c'est un rituel de l'époque quand on offre un manteau aux visiteurs. Et tout me paraissait flottant, décalé et étrange. Et ce que j'ai beaucoup aimé étudier du coup dans cette période, c'est que il faut toujours croiser un peu d'anthropologie ou de connaissances historiques avec des analyses très symboliques, parce que c'est des gens qui réfléchissaient beaucoup par symboles. La question de l'analogie, c'était hyper présent dans leurs pensées, et tout événement signifie autre chose sur un autre plan. Je trouve ça merveilleux que la poésie des textes médiévaux ne se situe pas forcément dans les mots employés. Aujourd'hui, on a l'impression que ce qui est poétique, c'est d'utiliser un bel adjectif, peut-être, mais pour eux, c'est vraiment dans la structure des événements qu'il y a quelque chose de beau. Et ça, moi, ça m'a beaucoup aidé à essayer de voir la poésie dans les actes, les faits autour de moi au quotidien, au lieu que la poésie, ça soit un ornement, utiliser les mots pour faire une décoration autour, une petite enluminure, au lieu de voir que c'est le centre de la vie qui est poétique. Quelles sont les autrices et les auteurs qui vous ont inspiré comme romancière ? Une grosse déflagration dans ma vie, c'était de lire Camus quand j'étais au lycée. Notre prof de français nous avait demandé de lire Noces pendant l'été, qui est un recueil de textes courts. Et encore une fois, j'ai pas compris ce que je lisais. Je pense que les textes qui m'ont le plus marqué, comme plus tard Le ravissement de Lolvestein, c'est des textes où je n'ai pas compris ce que je lisais. Et par conséquent, c'est des textes après qui sont restés à mûrir, à maturer, à fermenter en moi, jusqu'à ce que, épisodiquement, pendant ces peut-être 3 mois de fermentation, une fois par semaine, j'ai un éclair de lucidité. Je me dis « Ah, mais c'est ça que ça voulait dire !» Et ça, c'est un processus que j'aime énormément, de garder un texte à l'intérieur de nous et qui nous apporte dans des espèces d'élan de révélation. Donc on ne comprend pas pourquoi il surgit à ce moment-là une vérité qu'on n'avait pas vue. Donc il y a eu Camus,
Et ensuite, plus tard, j'ai été une fan absolue de Virginia Woolf. Et ça fait plusieurs années que je fais une fixation sur Roland Barthes. J'aime beaucoup la manière dont il nous dit que tout est signe. Un peu comme les médiévaux, ça se rejoint. On peut se saisir de n'importe quelle anecdote du quotidien pour comprendre comment fonctionne une société. Et tout ça, c'est des éducations au regard. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre rencontre avec les éditions Héloïse d'Ormesson et comment s'est passé le passage du manuscrit au livre qui est maintenant posé sur la table devant nous? J'avais écrit un recueil de nouvelles qui s'appelait Peau vive et en discutant avec une de mes meilleures amies, j'ai découvert que son père était éditeur chez Héloïse d'Ormesson et elle m'a proposé de passer le manuscrit. Et donc il l'a lu, il a fait remonter le texte au comité de lecture de la maison d'édition et tout le monde a beaucoup aimé. Mais c'est les seuls qui m'ont dit « Alice, est-ce que tu aurais un autre texte sous une autre forme? Est-ce que tu aurais un roman? Parce que ces nouvelles nous montrent ce dont tu es capable. » Et j'étais effectivement en train de finir mon roman. Donc pour moi, c'était assez amusant d'avoir un éditeur avant d'avoir mon texte qui était fini. Oui, c'est intéressant. Vous allez revenir à la charge avec ces nouvelles ou vous avez lâché l'affaire? J'aimerais bien les publier un jour. Est-ce que c'est difficile pour vous de vous définir comme romancière? Ah oui, pour moi, c'est pas vraiment ça. En ce moment, j'écris beaucoup de poésie, par exemple. Mais aussi, je continue à écrire des petits dialogues de théâtre. Donc, j'ai beaucoup de mal à... Le roman lui-même c'est un roman, mais vous l'avez dit, il ressemble à du théâtre. À la fin, il y a des passages qui ressemblent à des poèmes en prose. J'aime beaucoup toucher à toutes les formes. Donc écrivaine? Oui. Vous vous rappelez l'émotion que vous avez ressentie quand vous avez tenu votre livre entre les mains pour la première fois? En fait, c'était assez anecdotique parce que je venais à la maison d'édition pour enregistrer une petite vidéo. Et c'est là qu'en arrière-plan, mes éditrices avaient disposé, là on devait tourner les épreuves non corrigées. Et oui, je me souviens que d'avoir cette espèce de bibliothèque tapissée de mon livre, c'était très spécial. Vous seriez d'accord pour nous lire les 2 premières pages de votre premier roman? C'est des petits paragraphes dits alternativement par le père et la mère. Donc je vais dire père-mère pour qu'on comprenne qui lit le paragraphe. Mère. Mon poussin, ma toute petite. Moi qui t'ai formée au rythme des secrets de mon ventre, je t'ai vu finalement grandir. En dépit de tout. De toutes ces choses incompréhensibles et qui t'étaient contraires. Père. Je n'étais pas fait pour être le père d'une telle enfant. Aujourd'hui, bientôt, d'ici peu, ce ne sera plus tout à fait une enfant. Elle a grandi. Mais moi, je ne serais toujours pas fait pour être son père. Mère. Je pétris la pâte à gâteau et je pense à toi. Tes visages butés et candides, à tous tes âges, se superposent et m'absorbent. Je suis heureuse. Je sais que tu es là, en ce moment, à quelques mètres derrière mon dos, sur le canapé vert du salon, à regarder la lumière, les paupières mi-closes. Et cette image est comme la photo de couverture de tous mes souvenirs que je feuillette à présent. Père. Elle a toujours été frappée d'une forme de débilité, sur laquelle jamais personne n'osa réellement poser de nom. Comprendra-t-elle seulement que nous nous réjouissions aujourd'hui, pour son anniversaire, nous qui l'avons portée à bout de sacrifice? Mère. Moi, ta mère, je le sais. Quand tes yeux transpercent, quand ton regard nous file entre les doigts, c'est que tu comprends des choses que nous ne comprendrons jamais. Père. La comprendras-tu seulement, notre joie simple de ce jour? Dis, sauras-tu seulement la partager? Presque toutes les nuits, je rêve que Maude est de nouveau enceinte. Et je me réveille en sueur. Parce qu'au moment où je vais poser la main sur son ventre, c'est encore et toujours tes yeux, Isor, que je crois apercevoir à travers la paroi de sa peau. Tes yeux, Isor, qui ont certes la couleur des miens, mais qui n'ont pas leur regard. Non, ce regard, assurément, n'est pas à moi. Où suis-je passé en toi? Où?
Alors maintenant, si vous êtes d'accord, Alice, on va passer au processus d'écriture de ce texte, qui a vraiment une musique particulière. Il ressemble un peu à un concerto en 3 mouvements. Il y a d'abord le duo de parents qui chantent tour à tour leur regard sur leur fille, puis le solo de Lucien, le vieillard amoureux, et enfin le chœur d'Isor avec ses voix multiples. J'aimerais bien savoir combien de temps vous avez mis pour écrire ce livre. Il y a plusieurs réponses. La première, qui est un peu plus rigolote, c'est que j'ai mis 22 ans à écrire ce livre. Mais sinon, de manière plus concrète, 19 ans, parce que en fait, j'ai fini le livre quand j'avais 19 ans. En tout, ça s'est étalé sur 1 an. Entre le moment où j'ai écrit les premières notes au brouillon pour tracer la trame de l'intrigue et le moment où j'ai fini une première version. Et ensuite, il y a eu encore 1 an de travail avec les éditrices, entre le moment où je leur ai donné le manuscrit et le moment où il est paru. Est-ce que chaque rythme, chaque partie du livre avait besoin de son rituel d'écriture propre, ou est-ce que vous les avez écrits finalement de la même façon ? C'est vrai qu'ils ont tous un rythme propre et même une couleur propre. Moi, je fonctionne beaucoup par synesthésie avec les couleurs. Et la deuxième partie, là, je la vois bleu-gris, par exemple. J'aime beaucoup assembler les choses un peu comme un patchwork, et chaque partie est constituée de petits bouts, de petits fragments, de ces petits paragraphes. Et ensuite, ils forment chacun un tout, les 3 parties sont assemblées. Et cet exercice un peu de collage, moi, ça me fait penser au cinéma. On tourne plein de scènes, on a des rushs, et ensuite on les monte dans un ordre significatif. Ou alors, au documentaire, on passe 3 semaines à filmer, puis ensuite, quel passage on garde, dans quel ordre on les met, et d'essayer de comprendre ce qui se passe alchimiquement en termes d'émotion. Si on met une scène triste et puis ensuite une scène où il y a de la colère, quel est l'effet produit pour le lecteur ? Pourquoi cet enchaînement il est bon, il est mauvais ? Ça m'intéresse énormément. Et aussi pour créer des contrastes, parce que Isor, c'est une jeune fille avec beaucoup de contrastes dans sa personnalité, et que vous avez commencé le podcast comme ça en rappelant qu'elle était trop vaste pour être résumée. Et j'ai l'impression que plus on multiplie les approches, plus on a de chances de pouvoir un peu mieux comprendre qui elle est. Est-ce que vous pouvez me décrire votre cadre d'écriture ? Si vous êtes assise, couchée, écrivez à la main sur un ordinateur, vous buvez quoi ? Vous écoutez quoi en écrivant ? Ce roman, je l'ai particulièrement écrit à la BNF. La Bibliothèque nationale de France. Voilà, c'est ça. Et parce que ce qui est amusant, c'est c'est une bibliothèque qui est sous la terre. Les salles accessibles au public sont sous la terre. Et j'avais vraiment l'impression que j'entrais un peu dans un bunker où tout ce qui se passait dans ma vie s'arrêtait. Je pouvais entièrement me consacrer au livre. Parce que aujourd'hui, je suis écrivaine à temps plein, mais à l'époque, donc j'étais à la fac. Et j'étais très frustrée de ne pas avoir le temps que je voulais pour écrire et l'espace mental non plus. Et là, j'ai l'impression que je descendais l'escalier, j'entrais sous terre et que le monde s'arrêtait et que j'étais un peu dans le royaume des ombres à pouvoir faire ce que je voulais. Mais sinon, j'aime écrire partout. J'aime beaucoup écrire sur mon lit. J'aime écrire dans le train, j'aime écrire dans des parcs. Et quand vous étiez à la BNF, vous arriviez à séparer le travail d'écriture vraiment littéraire de votre travail de chercheuse, d'étudiante Du coup, je n'allais jamais à cette bibliothèque pour mon travail de chercheuse. Voilà, j'allais dans d'autres bibliothèques. Ouais. Je scindais les lieux. Et je suis venue plusieurs fois avec mon meilleur ami de l'époque qui faisait, lui, du cinéma et du théâtre. Et pour moi, c'était vraiment un lieu qui était associé à la création, parce qu'on y venait ensemble pour faire chacun nos créations artistiques. Comment vous est venue l'idée de ce titre, la colère et l'envie, qui sont, rappelons-le, des péchés capitaux ? Un de mes amis m'avait dit ça, il m'avait dit « La colère et l'envie, mais que de vices ! Pourquoi tu appelles pas ça la sérénité et le partage ?» ou je sais pas. Et en fait, c'est ce qui m'est venu en premier. La nuit où j'ai conçu le livre, c'était l'été, j'étais avec mes parents en Vendée et j'avais l'impression de complètement étouffer dans un quotidien trop étroit où il n'y avait pas de place pour les grandes aventures que j'avais envie de vivre. Et je me suis réveillée la nuit dans cet état un peu de suffocation.
Et le titre m'est venu tout de suite. Et une des phrases du début qu'on a lu, que le père dit « Elle a toujours été frappée d'une forme de débilité sur laquelle jamais personne n'osa réellement poser de nom. » Et c'est tout ce que j'avais du livre. Et parce qu'à ce moment-là, je sentais que le piston qui me poussait à agir, il oscillait entre la colère et l'envie, que j'avais terriblement envie de découvrir le monde, mais que le fait que je puisse pas actualiser cette envie, ça me mettait dans un immense état de colère et qu'il me restait que la colère pour me prouver que j'étais vivante et pour purger cette énergie de désir que j'avais en moi qui pouvait pas s'exprimer. Donc c'est de ce premier mouvement d'oscillation que j'ai compris qu'est venu le texte. Donc en fait, le titre, il est venu aussitôt que l'idée du texte est apparue dans votre esprit. Oui. Dans le passage que vous venez de lire, il y a ce mot débilité qui est quand même un mot assez violent, un jugement qui est en plus assez inadapté à ce qu'est réellement Isor. Mais on lit en fait la complexité du personnage du père, et la mère, elle aussi, elle est complexe. Comment vous est venue l'envie de produire des personnages avec une telle épaisseur où finalement l'amour se manifeste sous des formes extrêmement complexes? Les manifestations de l'amour, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Et surtout les fausses manifestations de l'amour, ce dont on est persuadé que c'est de l'amour. Les parents sont persuadés que ce qu'ils donnent à Isor, c'est de l'amour. Et pourtant, ça lui fait pas du bien. Donc, est-ce que c'est vraiment de l'amour ? Par exemple, le père, il est persuadé que ce qu'il peut faire de mieux pour sa fille, c'est se sacrifier. Mais en fait, il lui en veut et il lui en fait le reproche de ce sacrifice. Dès ses premières pages, il lui dit « On t'a porté à bout de sacrifice ». Et je crois qu'on ne peut pas aider quelqu'un si on lui reproche l'aide qu'on lui donne. Et la mère, elle a un immense besoin d'être en lien avec sa fille, qui est en fait une demande extrêmement pesante. Est-ce qu'on a le droit de faire porter une telle demande à quelqu'un ? Est-ce que c'est vraiment de l'amour ? Et souvent, on a l'impression d'aimer et on aime très mal. Et est-ce qu'on peut en vouloir aux gens ? Parce qu'ils font ce qu'ils peuvent avec l'affection qu'ils ont et ils n'ont pas forcément les outils pour nous la donner de la meilleure manière possible. Donc pour moi, ça, c'est une question abyssale et j'ai voulu en parler. Et en même temps, la question, vous la résolvez d'une certaine façon parce que malgré ce mal amour qu'elle reçoit de ses parents, elle les aime en retour. On sent à la fin du livre, quand sa voix s'élève, qu'il n'y a que du pardon et de la reconnaissance et pas de rancœur en elle, malgré la colère et malgré l'envie. Oui. Il y a une phrase à la fin qui est écrite en majuscule, dans la dernière partie. Une nouvelle manière d'être une famille. Isor nous apprend une nouvelle manière d'être une famille. Et elle essaie d'initier un nouveau protocole pour se donner de l'amour sur des nouvelles bases. Et c'est un talent immense qu'elle a. Il n'y a pas beaucoup de gens qui sont capables de remettre en question la manière dont on se donne de l'amour pour qu'on se le donne mieux. Et ça, c'est quelque chose qu'elle sait faire, oui. Et alors, de façon assez surprenante, la personne qui sait l'aimer correctement, c'est un vieux monsieur qui habite à côté, chez lequel elle tombe un peu par hasard un beau jour. Et dans cette deuxième partie, quand on entend Lucien, donc ce vieux monsieur, parler, on découvre qu'il a un univers intérieur extrêmement riche, un peu comme Isor. Et je me suis demandé s'il fallait lire dans ce parallèle entre l'enfant incomprise et le vieillard complètement délaissé, une réflexion sur l'âge, en fait. La question de l'âge, elle me touche beaucoup, vous l'avez dit, parce que j'ai sauté plusieurs classes et que je me suis jamais identifiée à l'âge que j'avais. J'ai jamais compris ce que ça voulait dire d'avoir un âge. Et il y a une phrase qui me vient d'un livre qui est sorti à la rentrée littéraire qui s'appelle Les étoiles doubles de Laurent Benegui, qui parle de frères siamois. Et donc les frères siamois qui ont donné leur nom aux frères siamois parce qu'ils venaient vraiment du Siam. Et à un moment, il dit, au Siam, il y a des enfants partout dans la rue et au champ partout et des vieillards aussi. Et en Europe, c'est des gens qu'on ne voit pas. Et il dit comment une société peut vivre si elle se coupe à une de ses extrémités de sa vitalité et à l'autre de sa sagesse. Et ça m'a beaucoup touchée parce que c'est vrai que je pense qu'on a beaucoup de mal à donner une place aux deux extrémités de la vie, qui sont pourtant des âges tout aussi sacrés que les autres. Ce parallèle, il est rarement fait, alors qu'il paraît complètement évident dans votre bouche. Vous avez expliqué à quel point votre quête de la définition de l'amour était au centre de votre travail d'écriture. L'histoire entre Lucien et Isor, c'est une histoire d'amour. Alors je précise qu'il n'y a absolument pas de sexualité entre les deux personnages. Oui, c'était assez délicat à la rentrée littéraire de parler de ça dans les interviews, parce que
Aujourd'hui, c'est un contexte très particulier. On parle beaucoup d'inceste, de pédocriminalité. Et en fait, je me sentais très gênée. Souvent, je me dis, mais pourquoi j'ai écrit cette histoire ? Est-ce que j'ai eu raison ou pas ? Et en fait, j'ai juste envie de parler d'une forme d'amour qui n'est pas souvent représentée. Donc, il n'y a pas de sexualité, mais de deux personnages qui s'aiment en dehors des normes. Toutes ces formes d'amour-là qui sont extraordinaires et d'une richesse inouïe. Et ça se fait, je trouve, avec beaucoup de joie. Et il n'y a pas grand monde qui fait une fête pour dire « Ah, mais il faudrait qu'on parle aussi de l'amour intergénérationnel ». Alors dans la troisième partie, donc c'est la surprise, la divine surprise. Isor, qui n'a jamais parlé, pas prononcé un mot depuis le début du livre, se met à avoir une voix. Et cette voix, elle se manifeste par l'écriture manuscrite. Je trouve ça assez extraordinaire qu'elle parte en ayant dans la poche des timbres et qu'elle s'adresse à ses parents, qu'elle appelle toi et toi, des missives. Je trouve que c'est surprenant pour une jeune femme née en 2002 de s'attacher à la lettre manuscrite. Est-ce que vous écrivez, vous, des lettres ? Oui, le format que je me suis mis à écrire au quotidien depuis que j'ai 14 ans, c'est des lettres à une destinatrice que j'ai inventée. Mais c'est un format qui me touche beaucoup. Après, j'ai aussi écrit des lettres à mes amis, mais c'est vrai que la joie de recevoir une enveloppe avec un ou une amie qui nous a écrit un mot, c'est assez incomparable. Une joie qui se perce, c'est pas pareil qu'un mail ou qu'un message. Est-ce que dans la lettre, il y a quelque chose qui se résout pour vous, justement, de l'ordre de l'adresse, où on sait depuis où on parle et à qui on parle ? C'est exactement ça. Je pense que souvent, quand on se met à écrire, on se dit « j'écris pour moi ». Et je comprends que c'est un point de départ, mais je pense que si on persiste comme ça devient vraiment une erreur parce qu'on écrit pour son lecteur, en fait. Et si on ne pense pas à lui, ce qu'il va traverser en lisant le texte, ça ne va pas le toucher, il ne va pas lire le livre. Et donc, de toujours se souvenir à qui on s'adresse, je trouve ça très, très important, même si c'est aussi très dur de se figurer le lecteur type, parce qu'en fait, il y a des lecteurs très différents qui vont lire le texte, et comment je peux dire quelque chose à chacun d'entre eux, ça aussi c'est une question abyssale, mais il faut la garder quelque part à l'esprit. Est-ce qu'il fallait qu'Isor s'éloigne de ses parents pour avoir besoin en fait de leur parler avec la distance ? Oui, je pense que oui. Je me souviens moi-même un jour d'avoir dit à mes parents, on s'aimera mieux si on vit plus ensemble. Et je pense qu'Isor, elle vit ça au bout d'un moment, que les structures qui se sont figées, cristallisées dans leur famille, calcifiées, c'est trop dur de les bouger si on reste dedans. Et il faut qu'elles s'éloignent pour pouvoir impulser une nouvelle dynamique. Les lettres qu'elle envoie à ses parents, elles sont hyper joyeuses, quoi. Il y a énormément d'émotions très fortes qui sont décrites. Est-ce que c'est la joie que vous éprouvez à devenir écrivaine ? Je crois que on écrit pour bénir. Que si l'homme est doué de parole, c'est que sa parole, elle est là pour bénir le reste de ce qui existe. Et c'est un peu un topos, quelque chose qu'on dit beaucoup, qu'on écrit depuis sa souffrance, parce qu'on est un poète torturé. Et moi, j'ai envie d'écrire depuis ma joie. Et j'ai envie que mon écriture célèbre la beauté, la magie de ce qu'il y a autour. Et je pense que c'est ça qui éclate dans les lettres d'Isor. Alors, vous avez reçu un accueil médiatique très enthousiaste pour votre livre. Vous avez atteint les 2 grâles de tout écrivain, écrivaine, une pleine page dans le monde des livres et un passage à la grande librairie. Est-ce que vous avez eu la sensation d'avoir été bien comprise par les journalistes ? J'ai beaucoup de gratitude pour tous les gens qui se sont intéressés à mon livre et qui ont essayé de le diffuser. Mais j'ai aussi beaucoup souffert de cette promotion du livre. Les grands écrivains classiques, quand ils écrivent « Ah, le rôle de l'écrivain, du poète, c'est d'être un voyant, c'est d'être un sage », on dit « C'est merveilleux ». Et moi, c'est plutôt à ce rôle-là que je m'identifie, à une voyante, et pas à une micro-entreprise. Et c'est cet énorme décalage-là qui m'a percutée, et c'était assez douloureux de comprendre comment je pouvais quand même
tenir le rôle que j'ai envie de tenir, comment je peux dégager un petit espace pour le sacré et le merveilleux dans ce processus. Ça rend tout trop banal pour vous, trop réel? Réel, non, parce que j'aime profondément la réalité. Je veux pas vivre dans l'imaginaire. Souvent, j'ai peur que écrire, justement, ça me coupe de la réalité, ça me fasse vivre dans un espace fantasmatique. J'aime le réel. Mais pour moi, il y a une différence entre le réel et le commercial. Qu'est-ce qui était difficile pour vous? C'était d'être face à des personnes qui avaient mal compris votre démarche ou qui en parlaient d'une façon maladroite ou erronée? Ou c'était l'émotion que ça procure de parler en public et même de recevoir des retours publics? J'ai adoré pouvoir échanger avec mes lecteurs. J'ai adoré pouvoir leur parler. Et du coup, j'ai aussi beaucoup de reconnaissance que dans le monde du livre, il y a tous ces moments qui soient prévus, de festivals, de rencontres en librairie. J'ai beaucoup de gratitude que ces moments existent, même s'ils ne sont pas parfaits. Et j'ai à chaque fois beaucoup de joie à avoir mes lecteurs vraiment en face de moi et qu'eux, ils me disent comment le livre s'inscrit dans leur vie. C'est un immense cadeau qu'ils me font à chaque fois. Ça, c'est aussi quelque chose de merveilleux. Quelle est la chose la plus surprenante que vous aient dit ces lecteurs et lectrices de votre livre? Plusieurs fois, j'ai eu des frissons parce que j'avais l'impression que les gens connaissaient vraiment Isor. Ils avaient vraiment une Isor dans leur vie, en fait. Parce que moi, c'est quand même un personnage que j'ai inventé, même si elle a des traits communs avec moi, mais c'est une jeune fille qui m'est apparue, je la voyais agir devant moi, et c'est un personnage extérieur à moi. Et un jour, à Manosque, il y a une femme qui vient me voir et qui me dit j'ai une petite fille qui s'appelle Isae. En plus, le prénom est assez similaire. Et elle fait ça, comme Isor. Et c'était comme une sorte de surgissement surnaturel. Je me suis demandé, mais est-ce que je devrais rencontrer cette jeune fille? C'était très troublant. Et l'autre chose, c'était pendant le premier événement de promotion du livre, qui était la remise du prix Méduse à Saint-Tropez, une femme qui n'avait pas lu le livre, qui ne savait pas de quoi il parlait, qui était là à cette remise de prix, qui avait écouté le petit discours de remerciement que j'avais fait. Et elle vient me voir, elle me dit « J'ai l'impression que le livre, il peut m'aider. » Je lui dis « Ah bon, pourquoi ?» Elle me dit « Mais parce que je suis en froid avec mon fils, parce que je lui ai offert un livre et qu'il l'a beaucoup blessé. Et j'ai l'impression que si je lui offre ce livre-là, ça peut nous réconcilier. » Et je lui ai dit « Mais est-ce que vous savez que l'histoire de ce livre, c'est précisément une jeune fille qui réconcilie un père et sa fille ?» Et elle me dit non, je ne savais pas du tout. Et pour moi, c'est comme si elle avait senti que Isor, c'était un personnage de réconciliation. Elle s'est sentie appelée par ça. Donc ça aussi, c'était très particulier. La voyante en vous a dû adorer toutes ces synchronicités. Et je précise qu'effectivement, vous avez reçu le prix Méduse qui récompense, je cite, l'originalité, la jeunesse et le talent, ainsi que le prix littéraire de la vocation. Ça fait du bien, ces marques de reconnaissance? Oui. Oui, ça, c'est toujours des choses qui sont très agréables. Oui. Alors, on va terminer cette interview par un petit questionnaire. Quelle est la chose la plus surprenante que vous ayez apprise en étant écrivaine? Les mauvaises intentions qu'il y avait en moi. Qu'est-ce que les gens seraient surpris d'apprendre sur vous? Que j'adore jardiner, sentir la sueur et avoir les mains pleines de terre. Quelle est votre idée du bonheur parfait? Vivre à la montagne avec la personne que j'aime. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui veut exprimer sa créativité? Se souvenir qu'on écrit pour les autres aussi. En un mot, comment aimeriez-vous qu'on se souvienne de vous en tant qu'écrivaine? À France Inter, ils avaient sélectionné ce petit extrait d'Amadeus où on entend Mozart rire et avec ce rire un peu de génie fou mais heureux, et ça m'avait beaucoup touchée, voilà. Ce rire-là, alors. Oui, ce rire-là. À quoi ressemblera votre deuxième roman? Oh, une épopée. J'ai envie que ça soit ça. La colère et l'envie, pour moi, c'est comme si c'était une fable, et que maintenant j'ai envie d'écrire une grande épopée éco-activiste. Merci beaucoup, Alice Renard. C'est un grand plaisir d'échanger avec vous. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode des Rendez-vous littéraires Rue Cambon en podcast. Pour prolonger l'univers de l'autrice, vous trouverez des images et des références sur le site de Chanel. À bientôt!